Notre journée, elle va se passer en 2 temps. On va faire, ce matin, on va parler du langage oral. Donc, je ferai cette présentation avec Vincent. Enfin, c'est surtout Vincent qui va s'y coller, qui va nous présenter le trouble du langage oral. Et puis, on aura, alors on verra en fonction de notre timing, mais on aura dans un deuxième temps, je vous présenterai une vidéo. On a fait un enregistrement avec une orthophoniste qui s'appelle Elsa Jopijar, qui nous parle de l'influence des environnements sur les enfants. Donc, on a fait un échange, un regard croisé sur ces questions, on va dire sociétales, et notamment autour des écrans. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et puis l'après-midi, alors très chargé après-midi, donc vous avez intérêt à boire un bon café. On commencera par également une présentation combinée avec Vincent, toujours sur le langage écrit. Avec, si j'ai le temps sur la fin, vous présenter quelques études en neurosciences sur ces questions de la dyslexie notamment. Et ensuite, on aura un petit temps de tout ce qu'on peut proposer pour accompagner les enfants 10, notamment le témoignage d'une maman et d'une enseignante qui est maman et enseignante et qui nous fera part un peu de son expérience avec les cartes heuristiques, les cartes mentales. Et puis, Madame Ducot-Philippi, qui est enseignante et formatrice pour les enseignants, qui nous parlera de son ouvrage et qui nous proposera un certain nombre de conseils pratiques pour pouvoir accompagner les enfants 10, mais également des outils pour les enseignants. Et puis, on terminera en beauté avec Véronique 2 ans, qui nous fera un point très intéressant sur la cognition mathématique. Donc, ce qu'on appelle également, on n'entend plus généralement la dyscalculie. Et puis, elle vous présentera justement les petits jeux qu'on peut proposer aux enfants pour travailler ces notions-là. Voilà, est-ce que le programme vous convient? Ok, merci Laure. Allez, en préambule, je voulais revenir. Alors, vous pourrez de toute façon revoir plus en détail ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Voilà, je vous fais une petite présentation, mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour aller vraiment voir la grande journée qui a été faite en octobre et qui détaille vraiment, qui précise beaucoup plus ces notions-là. Mais je trouvais intéressant de vous parler tout simplement de ça parce que finalement, ça va être un peu la définition et une introduction de notre journée. Alors, pour commencer, on va peut-être réfléchir à ce qu'est un trouble du neurodéveloppement, puisque quand on parle de troubles 10, on sait tous maintenant voilà, qu'ils sont très définis en fonction de certaines caractéristiques, mais ces caractéristiques-là, elles ne viennent pas comme ça. En tant que professionnels, nous nous appuyons sur un certain nombre, on va dire, d'ouvrages, de nomenclature, et notamment celui qui est relativement bien choisi et largement utilisé, c'est ce qu'on appelle le DSM, qui est vraiment une Bible qui résume tous les critères et les symptômes des maladies mentales, et dont justement les troubles du neurodéveloppement et les troubles 10. Alors, dans cette classification, c'est la dernière en date, on va avoir effectivement cette petite classification des troubles du neurodéveloppement. Alors, dans le trouble du neurodéveloppement, qu'est-ce qu'on entend? On y trouve effectivement les troubles de l'attention, un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, mais également d'autres troubles qu'on va retrouver aujourd'hui, les troubles de la communication,
les troubles spécifiques des apprentissages, on va les voir, et puis d'autres troubles qui sont définis ici. Donc, le trouble moteur et les troubles du développement intellectuel. Et il n'y a pas dans la fiche, mais on a aussi les TSA qui font partie de ce groupe. Est-ce que je peux vous demander simplement de faire attention, de bien fermer votre micro, s'il vous plaît, et vos caméras. Voilà. Ce sera plus facile pour moi parce que je vois beaucoup de mouvements d'images, s'il vous plaît. Laure et Galaxy A5. Est-ce que vous pouvez fermer vos... Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais juste mettre ici. Galaxy A5, est-ce que vous pouvez fermer votre vidéo en bas à gauche et votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Et votre vidéo. J'y arriverai pas, tant pis. Donc, je reprends. Donc, dans les troubles qui vont nous intéresser aujourd'hui, on va retrouver les troubles de la communication. Donc, le langage oral, c'est ce qu'on appelle plus communément, on a vraiment plus l'occasion d'entendre ce qu'on appelle les dysphasies, mais vous allez voir que ce sont des terminologies qu'on tend à oublier parce qu'elles elles ne font pas partie des définitions que maintenant on accepte, par exemple dans la Haute Autorité de Santé ou dans le DSM tout simplement. Et puis l'autre gros groupe de troubles du neurodéveloppement, ce sont ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages, là qui viennent effectivement concerner les enfants dans leur scolarité, notamment sur ces difficultés de lecture, d'orthographe et de la notion du nombre, donc les mathématiques. Et c'est ce qu'on appelle aussi plus communément les dyslexies, les dysorthographies et les dyscalculs. Alors, comme je vous dis, ces terminologies-là tendent vraiment à disparaître et vous allez voir apparaître beaucoup plus de terminologies comme des troubles du développement du langage oral ou des troubles spécifiques du langage écrit ou des troubles de la cognition mathématique. Donc, on voit effectivement beaucoup finalement de terminologie, et j'en parlais énormément dans l'historique du 10 octobre dernier. C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive progressivement à avoir un vrai consensus. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en tant que professionnel, d'avoir à parler avec les mêmes terminologies, mais c'est vrai qu'on reste très attaché en fait à ces termes 10. C'est effectivement plus facile. Donc tout ça, c'est ce qu'on a appelé les troubles du neurodéveloppement, et ces questions du jour font partie de cette catégorie-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement? Alors, très basiquement, un trouble du neurodéveloppement, c'est un vrai défaut qu'on peut avoir au sein de notre cerveau, dans les circuits cérébraux, qui vont se structurer d'une certaine manière, comme je dis très souvent, alambiqué, un formatage un peu particulier, et donc les connexions qui vont aussi être particulières, et qui, du fait de ce circuit particulier, va engendrer un dysfonctionnement particulier cognitif, on va voir juste après, comme le langage, la motricité, l'attention, tout ce qui va être représentation sociale, etc. Donc, ces troubles-là, ils sont aussi, on les appelle développementaux, parce qu'ils sont présents pratiquement dès la naissance, ou en tout cas les premiers temps de vie. Et donc, ils sont effectivement inscrits dans l'individu,
c'est-à-dire qu'il naît avec et il restera avec cette difficulté, même si évidemment on va pouvoir compenser certaines choses, et on verra ça un petit peu plus tard. Et ce qui est important aussi de dire, comme dans tous les troubles de neurodéveloppement, c'est que ces difficultés-là ont une incidence dans différentes sphères de vie. Donc, aussi bien à la maison, pour avoir à boutonner son manteau, par exemple, quand on a un trouble développemental des coordinations, des dyspraxies, mais aussi d'autres difficultés à s'exprimer, et puis des choses qui, au fur et à mesure, commencent à apparaître dans la scolarité. Donc, on voit qu'effectivement, différentes sphères sont concernées. Alors ici, je vous ai présenté une petite illustration que je trouvais intéressante et qui résumait bien finalement les causes, parce que très souvent, les parents nous disent « mais ça vient de quoi? D'où ça vient ?» Et donc, les causes, elles sont vraiment multiples, et pour chaque individu, on ne sait même pas trop finalement d'où ça vient. On sait qu'il y a un trouble du langage écrit, mais son implémentation, mis à part peut-être avoir une analyse très intéressante et très, on va dire, moderne de son cerveau dans des activités de lecture en IRM fonctionnel, par exemple, on ne saura pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que des expériences, on sait que les enfants prématurés sont très sensibles à un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est ce qu'on appelle des profils un peu traumatiques, hein, autour de la naissance, avec des phénomènes ischémiques, c'est-à-dire une vraie prolifération sanguine et des AVC ou des troubles ischémiques et des hémorragies autour du cerveau. Mais il y a plein d'autres aussi raisons, comme des raisons traumatiques qui sont après l'accouchement, donc après la naissance, et qui sont finalement acquis comme troubles, comme les syndromes du bébé secoué ou des choses comme ça. On a aussi d'autres influences. Hein. On sait maintenant que par les valproates, hein, des antiépileptiques, on peut avoir effectivement une influence et une embryofétopathie, donc une vraie influence de certaines toxines et en tout cas médicaments sur le développement du bébé. Bref, on va vraiment avoir beaucoup d'incidences, et même on le verra en deuxième partie tout à l'heure avec Elsa, l'importance aussi de la stimulation des environnements, de l'environnement au sein même de la famille peut aussi avoir certaines répercussions sur l'organisation. Donc, dans les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc c'est une autre grande famille terminologique qu'on utilise. Alors, j'ai eu la chance de participer à la relecture d'un des textes de la Haute Autorité de Santé sur ces sujets-là, les TSLA. Donc, nous, comment ça fonctionne, ces difficultés? Concrètement, c'est un peu ce qui se passe dans notre boîte noire, dans notre cerveau. Notre cerveau, il est organisé d'une certaine manière, avec, on va dire, des zones qui sont plus ou moins préformatées. On sait bien que c'est plus complexe que ça, sur des spécificités, ou en tout cas des fonctions cognitives, hein, des outils qu'on a pour pouvoir réagir et interagir avec notre environnement. Donc, on a par exemple l'élément très important qui est ce qu'on appelle le lobe frontal, qui est vraiment le chef d'orchestre qui va nous permettre de réagir et d'intervenir et réajuster certaines choses dans le comportement, dans nos comportements. Et puis d'autres petites, on va dire d'autres outils, et notamment ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui sont le langage oral et les sorties, en tout cas les langages écrits et cette interaction avec la mémoire. Donc, vous voyez, on a vraiment une structure très intéressante, très simple d'entrée d'informations, de traitement d'informations et puis d'exécution d'informations qui vont nous permettre finalement d'apprendre. Donc là, ici, vous avez une illustration à droite
d'un cerveau où je vous montre en gros quelle zone fait quoi. Alors, c'est très résumé. Alors, au début de mes études en neuropsy, on était très contents parce qu'on savait tout très bien. On voit maintenant que ce n'est pas aussi simple que ça et que finalement, pour une activité, le cerveau est engagé presque dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'un certain nombre de zones pour pouvoir réagir. Ce que je trouve intéressant, puisque ce sont des troubles cognitifs, neurodéveloppementaux, dans ces définitions du trouble spécifique, du langage et des apprentissages, je trouve qu'il faudrait finalement qu'on parle du trouble spécifique du langage, mais aussi de l'attention, des praxis et finalement des apprentissages. On va le voir juste après. Il faut savoir que cette catégorie d'enfants concerne entre 5 et 6 enfants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne quand même un enfant par classe. Vous avez systématiquement un enfant qui présente un trouble de nature 10. Et puis, dans les troubles d'enfants, donc cette famille d'enfants qui ont des troubles 10, on va avoir 40%, donc c'est pas rien, qui présentent plusieurs troubles. Donc, une combinaison de plusieurs difficultés dans les outils. Donc, pour résumer simplement, quand vous parlez de troubles spécifiques cognitifs, ça veut dire que vous avez un outil qui est défaillant, on a une raison qui nous embête à faire des choses. Ça va se manifester par un trouble qu'on appelle 10, donc dans les catégories qu'on appelle troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et puis, on a d'autres enfants donc, qui sont assez spécifiques et assez ciblés. Hein. J'ai un trouble du langage oral, j'ai un trouble du langage écrit, j'ai un trouble développemental des coordinations, j'ai un TDAH, etc. Et puis, on a d'autres catégories où on a finalement une combinaison, on va dire, une constellation en fait, de difficultés qui rend finalement le profil de l'enfant assez multiple. C'est-à-dire qu'il va présenter différentes difficultés. C'est ce qu'on appelle trouble global des apprentissages ou les multi-10 ou les 10 multiples. C'est à distinguer vraiment à une autre catégorie, et c'est vraiment tout le travail qu'on peut faire justement. Bien souvent, les enfants multi-10 peuvent être considérés comme des enfants déficients intellectuels, ce qui n'est pas le cas. On le voit très bien dans les tests de QI, qu'il y a un formatage très particulier à l'ambiquer. On arrive finalement presque parfois à définir, sentir quelle est la première problématique qui va être prédominante dans le profil. Donc, on a les troubles globaux de développement, hein, c'est les déficiences intellectuelles, mais également on retrouve aussi dans les troubles globaux de développement les TSA. Donc, on est sur une sphère diagnostique. Et une autre partie où on va juste être dans un constat de difficulté sont les conséquences de ces difficultés cognitives qui seront finalement les symptômes. Alors, ça me fait rire parce que je vais vous dire, hein, on a commencé avec 10, dyslexie, dysorthographie, après on parle de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et puis alors là maintenant, on a une terminologie qui est retenue hein, de manière consensus, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, et plus les termes seront longs. Alors il faut dire troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture, quand on parle finalement de dyslexie. Voilà, c'était un petit peu l'humour parce que c'est très long pour dire que finalement, c'est une même réalité. Et ce qui est important, on en parlait encore un petit peu avec Vincent ce matin, c'est pas tant l'étiquette ou le diagnostic, ou en tout cas le terme qui est important, c'est ce qu'on fait autour, ce qu'on fait derrière. Je voulais vous parler très rapidement sur ces petits mécanismes finalement d'apprentissage. Hein, un apprentissage, alors je fais la définition Wikipédia, qui est l'apprentissage, c'est tous les mécanismes qui nous permettent d'apprendre ou d'intégrer quelque chose, un savoir-faire, un savoir-être parfois aussi, des savoirs, des connaissances. Okay, simplement parce que je trouvais intéressant pour bien distinguer aussi les outils qu'on peut avoir entre des apprentissages qu'on appelle implicites et explicites.
Les apprentissages explicites, finalement, c'est ce qu'on va voir cet après-midi, c'est tous les outils d'apprentissage, en l'occurrence la lecture, l'orthographe et puis le calcul. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend à travers les livres, hein, c'est quelque chose qu'on doit communiquer, hein, et qui se structure avec le langage et qui fait aussi beaucoup appel à la mémoire. Et puis l'autre versant qui est le versant, on va dire, plus implicite, qui là se construit dans la tête, dans notre cerveau, et qui a besoin d'une plusieurs combinaisons, à savoir savoir faire les choses, avoir besoin d'un contexte pour implémenter un geste ou un mot, et puis la répétition et l'expérience. Okay, donc ça, on va être sur un autre versant, ce sont les apprentissages précoces et spontanés et implicites que la famille finalement nous permet de développer. Et pour finir, je vais vous parler toujours pareil sur cette notion de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Il faut savoir que ces troubles-là, pourquoi on dit spécifiques? Parce qu'on va exclure un certain nombre de déficiences. On en parlait encore tout à l'heure. Évidemment, il faut s'assurer que l'enfant voit bien, qu'il entend bien, qu'il n'a pas de troubles neurologiques déjà connus. Évidemment, on va exclure une déficience intellectuelle. Et puis, on n'est pas dans un contexte psychiatrique. Durable parce qu'il faut que la problématique persiste au moins 6 mois, voire dans les rééducations en orthophonie, il faut attendre 1 an ou 2 ans avant de pouvoir poser un diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui doit persister dans le temps et qui doit être là tout au long de la vie. Et puis, des choses, une présence, des symptômes qui sont présents dès le premier temps de vie. Et qui peuvent aussi se manifester tardivement. Et enfin, et je vais passer la parole à Vincent, c'est qu'il y en a un impact sur la scolarité ou la profession, hein, et finalement, parfois, on les voit pas si bien que ça, mais on sent quand même qu'il y a une limitation d'activité. J'aime bien parler d'handicap scolaire, mais beaucoup d'handicap invisible pour d'autres problématiques. C'est vrai que l'avantage de la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, c'est ça se voit et ça se mesure dans la scolarité. Et on a plein d'autres troubles 10 qui ne se voient pas et qui passent très souvent inaperçus.